L'ex-prisonnier va devenir président. Il va libérer le pays de l'apartheid. À l'heure où souvenirs et débats autour de l'héritage de Nelson Mandela font surface, nous avons le plaisir d'être en duplex avec Jean-Yves Olivier. Bonjour. Bonjour. Nom de code Monsieur Jacques, dans un documentaire sorti il y a quelques jours en France, Plot for Peace, où l'histoire d'un complot qui a abouti à la libération de Nelson Mandela, la paix en Afrique australe et au final la fin de l'apartheid. Un complot dont vous êtes le protagoniste phare. Ce 13 février 1990, lorsque Mandela, libre après 27 ans de captivité, apparaît face à la foule dans le stade géant de Soccer City, vous avez cette phrase « Mandela ne sait rien de moi, rien de mon histoire secrète qui se mélange à la sienne ». Vous étiez là, anonyme dans la foule. Que ressentez-vous alors ? Écoutez, c'était extraordinaire. C'était la première fois que je le voyais. Voilà un homme pour lequel je m'étais battu pendant de nombreuses années et où je n'avais pas négligé ou laissé de côté quelques efforts que ce soit. Et il apparaissait devant moi. Et le sentiment qu'il ne me connaissait pas rajoutait peut-être à l'émotion que je ressentais. Nelson Mandela, vous le rencontrerez plus tard lorsqu'il apprendra votre existence et votre rôle dans le cours de la sienne. Êtes-vous impressionné par cette rencontre ? Écoutez, c'est d'abord serrer la main de Mandela, s'asseoir à ses côtés, engager une conversation avec lui, c'était miraculeux pour moi. L'homme était encore à la période cravate-chemise. Il n'avait pas encore abordé ces fameuses chemises Madiba colorées. Il me reçoit très simplement parce que c'est sa simplicité qui prévaut. Et nous engageons une conversation sur le passé, sur ce que j'ai fait, comment j'ai perçu les choses, pourquoi j'ai agi. Et puis, brusquement, à un moment donné, je me rends compte que j'ai oublié mon appareil photo. Et cela a un petit peu détruit ma réflexion parce que j'étais absolument obnubilé par le fait que je n'avais pas d'appareil photo. Et lorsque, comme c'était son habitude avec ses visiteurs, il propose que nous fassions une photo ensemble, je ne veux pas lui dire que j'ai oublié mon appareil photo. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones qui permettaient d'agir beaucoup plus rapidement. Et je ne trouve qu'à lui dire, écoutez, Monsieur Mandela, merci beaucoup, mais je préfère garder votre image dans mon cœur. Et cela m'a causé beaucoup de dommages, parce que les fois suivantes où je l'ai rencontré, je n'allais pas modifier ma position précédente, et j'ai donc jamais eu de photos prises avec Mandela seul à seul, et c'est seulement des tiers qui ont fait des photos de moi avec Mandela. Il faut rappeler que dans les années 60, et pendant très longtemps après, et même bien après que l'on ait reconnu son statut de héros et d'homme de paix, Mandela était considéré par certains comme un terroriste. Comment, selon vous, a-t-il pu changer le visage et le destin de l'Afrique du Sud en partant de ce statut ? Écoutez, ce statut lui avait été donné par des gens très importants. Madame Thatcher l'appelait un terroriste. Et le président Reagan également. Mais il était considéré comme terroriste parce qu'il appartenait à un clan qui était le clan de la marxiste-léniniste qui s'opposait justement au clan anglo-saxon de la droite. Et les Sud-Africains, 2-3 ans avant sa libération, entament une négociation avec lui et lui annoncent qu'ils sont prêts à le libérer à la condition qu'il renonce à la violence. Et Mandela reste fixe et droit dans ses bottes et ne refuse de renoncer à la violence. Mais cette perception de la violence chez lui était en fait une arme de négociation. Il savait que s'il renonçait à la violence au préalable, il ne pourrait plus brandir la menace de la violence dans les négociations qui allaient suivre. On pouvait méconnaître exactement sa position vis-à-vis de la violence, jusqu'au moment où, justement, dans ce stade de Soweto, il annonce sa vision sur l'Afrique du Sud nouvelle. Une Afrique du Sud sans violence. Alors, pour vous qui avez connu et côtoyé tant de dirigeants africains, quel est l'héritage particulier de Mandela pour l'Afrique du Sud ? On s'en doute, mais aussi pour le continent africain tout entier. Écoutez, je suis très heureux que vous posiez cette question. Parce que on a un petit peu tendance à limiter
l'action de Mandela, la voix de Mandela, la mission de Mandela, la projection qui se faisait de Mandela à l'Afrique du Sud. Or, l'homme s'engage dans une reconquête idéologique du gouvernement, des gouvernements et de la gouvernance en Afrique en général. Il s'engage, par exemple, à imposer ou essayer d'imposer aux pays africains la démocratie. Et il s'engage personnellement, il sert de médiateur entre le président Mobutu du Zaïre et son successeur, Laurent Désiré Kabila. Il intervient au Burundi, il écrit au président Lissouba qui ne veut pas faire des élections au Congo-Brazzaville, il y écrit une lettre lui demandant à ce que ces élections aient lieu. Donc c'est aussi cette démocratie qu'il perçoit être nécessaire au reste de l'Afrique et qui va aussi conforter sa position intérieure. Jean-Yves Olivier, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.